Il y a, dans l'ouverture de Puss in Boots, The Last Wish, un détail qui résume déjà tout le film. Poté ne se contente pas de chanter devant une salle comble. Il chante son propre nom, entouré de bougies, de cris et d'admiration. Chaque geste lui revient comme un écho. Son chapeau est impeccable, ses bottes claquent sur la scène, son épée dessine dans l'air la signature d'un héros qui a passé sa vie à entrer quelque part au moment exact où tout le monde avait besoin de lui. Et puis le plafond s'effondre. Le géant réveillé par la fête arrache littéralement la façade du théâtre, comme si le monde du conte venait réclamer son dû. Poté bondit sur les tables, traverse les rues de Delmar, grimpe sur le corps immense de la créature et gagne encore. Il gagne avec panache, avec des poses, avec ce sourire de chat qui sait très bien ce qu'il vaut. Même lorsqu'une cloche lui tombe dessus, même lorsqu'il improvise une attaque avec une corde, il reste Poté, le héros indestructible, celui qui transforme le danger en numéro. Sauf que cette fois, après la victoire, le silence est différent. Le géant est au sol. La foule acclame, prêt à savourer son triomphe, puis la cloche bascule et l'écrase. Ce n'est pas le combat qui le tue, ce n'est même pas un adversaire à sa mesure, c'est l'après. La seconde où il croit que tout est terminé. À l'hôpital, le médecin lui annonce le bilan avec un calme absurde, 8 vies déjà dépensées. Poté refuse d'abord le chiffre. Il se souvient de certaines morts, d'autres beaucoup moins. Il a brûlé, il a été piétiné, il a reçu un canon sur la tête, il a fini sous une avalanche de cloches. À ses yeux, ces vies sont presque des épisodes de gloire, des anecdotes qu'on raconterait dans une taverne. Mais pour le médecin, il ne reste qu'une ligne très simple, une vie, une seule. Il faudrait ralentir, se retirer, manger de la nourriture molle et laisser les aventures à d'autres. Le gag est cruel parce qu'il touche précisément ce que Poté ne veut pas regarder. Il ne se croit pas seulement courageux, il se croit hors d'atteinte. Les 9 vies ont rendu son assurance presque logique. Quand la mort n'est qu'une interruption, on peut se permettre d'être imprudent, spectaculaire, inconséquent. Le film part donc d'une idée de conte très simple, mais il la traite comme une faille intime. Qu'arrive-t-il à un héros quand son dernier filet de sécurité disparaît? Poté rit au nez du médecin. Il sort dans la nuit pour prouver que rien n'a changé. Dans le sous-sol d'un bar, il provoque les chasseurs de primes qui veulent sa peau. Il boit, il danse, il fanfaronne. Puis une silhouette arrive, enveloppée d'un manteau noir. 2 yeux rouges brillent sous la capuche. La créature porte une faux double, et le métal qu'elle fait glisser sur le sol suffit à modifier l'air de la pièce. Le loup ne demande pas d'autographe. Il ne s'intéresse pas à la légende. Il demande simplement « Le chat Poté ?» Jusqu'ici, Poté a toujours contrôlé la manière dont les autres le regardent. Même ses ennemis reconnaissent son style. Ici, son nom ne provoque ni respect ni jalousie. Il est prononcé comme on vérifie une adresse. Lorsque Poté dégaine, le loup ne joue pas avec lui. Le premier échange est vif, sec, presque silencieux. Pour la première fois, l'épée du chat n'a pas l'air de dessiner une danse. Elle cherche désespérément à empêcher une lame de l'atteindre. Le film rend cette peur tangible par une chose minuscule, un sifflement. Le loup siffle doucement et Poté se fige. Ses pupilles se contractent. Sa respiration se casse. L'image ne cherche pas à expliquer longuement ce qui arrive. Le héros que nous avons vu, se jeter sur un géant, tombe à genoux devant un adversaire qui le regarde sans aucune admiration. Sa lame est brisée. Une goutte de sang apparaît sur son front, et il fuit. Cette fuite est le véritable début de l'histoire. Poté n'a jamais refusé une sortie dramatique. Il a préféré courir dans la nuit, abandonner son chapeau, son épée et même sa chanson, plutôt que de regarder une seconde fois ses yeux rouges. Le loup, lui, se contente de sourire. Il n'a pas besoin de le poursuivre. Poté vient de comprendre quelque chose qu'aucun médecin, aucun ennemi et aucune foule n'auraient pu lui faire entendre. La dernière vie n'est pas une version réduite des 8 précédentes. Elle change la valeur de chaque pas. Le lendemain, l'ancien héros arrive chez Mama Luna, un refuge pour chats. Il porte une petite capuche rose, cache son identité et accepte le nom que les autres lui donnent. Pickles. Le contraste est volontairement ridicule. Celui qui a chanté devant Delmar doit maintenant partager une pièce avec une troupe de chats qui mangent, dorment
se battent pour une litière ou regardent le soleil passer contre un mur. Il ne possède plus son costume, ni son public, ni son récit de gloire. Il possède un coussin, un bol et une porte de chatière. La maison de Mama Luna est pourtant plus importante qu'un simple détour comique. Poté y découvre une vie sans mission. Les chats n'attendent pas de lui qu'il sauve quelqu'un. Ils ne lui demandent pas d'être magnifique. Ils dorment les uns contre les autres, se contentent d'une lumière chaude, d'un repas et d'une présence. Poté résiste à cette douceur parce qu'elle lui paraît d'abord humiliante. Pour lui, la paix ressemble à une capitulation. Ce petit chien apparaît alors sous un déguisement de chat particulièrement raté. Il porte une chaussette à la place d'un vêtement, parle beaucoup trop et se présente avec une confiance qui n'a rien à voir avec celle de Poté. Il s'appelle Perito. Son histoire, racontée sans pathos, est pourtant terrible. Abandonné dans une chaussette, il a grandi en cherchant malgré tout les raisons d'aimer les gens. Là où Poté fait de chaque blessure une armure, Perito a gardé une disponibilité désarmante. Le contraste entre eux n'est pas seulement comique. Perito ne connaît pas Poté comme une affiche ou une légende. Il voit un chat triste sous une capuche. Il l'invite à parler. Il lui montre sa petite liste de rêves, sans grands mots, avoir des amis, connaître une famille, ne plus être seul. Poté se moque de cette simplicité parce qu'elle l'effraie. Son propre rêve, depuis longtemps, semble avoir été beaucoup plus grand et beaucoup plus vide. Rester invincible afin de n'avoir besoin de personne. Le refuge donne au héros une possibilité qu'il n'avait jamais envisagée. Vivre encore, mais sans performance. C'est exactement à ce moment que le récit vient lui proposer l'inverse. Goldilocks et les trois ours envahissent la maison pour trouver Poté. Ils ne cherchent pas le chat pour une vengeance personnelle. Ils veulent la carte qui mène à l'étoile à souhait, cette étoile tombée du ciel, capable d'accorder un seul vœu à la personne qui atteint son centre. Cette promesse pourrait sembler énorme, presque trop commode, mais le film l'utilise avec précision. Une étoile à souhait ne résout pas seulement un problème. Elle force chaque personnage à révéler le problème qu'il cache. Si Poté peut demander n'importe quoi, que choisira-t-il vraiment? Plus de vie, bien sûr. Non pas parce qu'il veut découvrir le monde, mais parce qu'il veut effacer la peur que le loup vient de lui imposer. Le désir paraît évident. C'est ce qui le rend dangereux. Goldilocks arrive avec Papa Ours, Maman Ours et Bébé Ours. Ils fonctionnent d'abord comme une famille de contes qui aurait appris à discuter en même temps qu'à se battre. Papa Ours est massif, protecteur, souvent plus tendre qu'il ne veut l'admettre. Maman Ours surveille tout, réagit vite, protège les deux autres avec une énergie brûlante. Bébé Ours, lui, est celui dont les accès de colère donnent souvent le rythme de la scène. Tous trois aiment Goldilocks, et leur amour se voit dans des gestes concrets. Une chaise réservée, une assiette préparée, une inquiétude qui arrive avant même qu'elle ne demande de l'aide. Goldilocks les aime aussi. Pourtant, lorsqu'elle parle de son souhait, quelque chose se referme dans sa voix. Elle ne cherche pas un trésor pour être riche. Elle veut retrouver la famille humaine qu'elle imagine avoir perdue, la maison où elle aurait grandi si les choses avaient suivi le chemin classique des histoires. Les ours lui offrent déjà une famille, mais ce mot ne pèse pas encore de la même façon pour elle. Le film ne la réduit jamais à une ingrate. Il montre plutôt une jeune fille partagée entre ce qu'elle possède réellement et le récit idéal qu'elle porte en elle depuis l'enfance. La carte se trouve chez Jack Horner, le troisième grand adversaire de cette chasse. Il est peut-être le personnage le plus ouvertement monstrueux du film, justement parce qu'il n'a pas besoin de se croire incompris. Jack est un enfant de conte devenu adulte dans l'ombre des héros merveilleux. Là où Poté se raconte comme une légende et Goldilocks cherche sa place dans une famille, Jack ne poursuit qu'une accumulation. Son usine, son carrosse et ses coffres sont remplis d'objets magiques arrachés à d'autres récits. Une baguette, des biscuits vivants, des reliques, des créatures réduites à l'état d'accessoires. Il ne veut pas l'étoile parce qu'il manque de quelque chose. Il la veut parce qu'il supporte mal qu'elle ne lui appartienne pas déjà. Ce choix est essentiel. Dans une histoire de souhait, les personnages les plus intéressants sont ceux dont le manque peut être compris. Jack, lui,
incarne le désir qui ne cherche pas à réparer une absence, mais à contrôler tout ce qui pourrait échapper à son inventaire. Son rire ne masque pas une tristesse. Il masque une absence de limite. Pour récupérer la carte, Poté doit sortir de chez Mama Luna. C'est déjà une défaite pour le plan de prudence qu'il venait, en théorie, d'accepter. Mais il ne repart pas exactement seul. Perito s'accroche à lui avec une fidélité immédiate, et Poté, malgré ses protestations, n'arrive pas à l'abandonner. Le film insiste sur ce petit déplacement. L'ancien Poté aurait quitté le chien au premier obstacle. Celui-ci le laisse marcher à ses côtés, même si c'est en prétendant que cela ne change rien. La rencontre avec Kitty Pat de velours change encore la nature du voyage. Elle apparaît masquée, précise, bien plus intéressée par la carte que par un duel d'ego. Puis elle retire son masque, et la surprise de Poté laisse place à un malaise qu'il ne sait pas transformer en pirouette. Kitty n'est pas une ancienne rencontre oubliée. Elle est le personnage devant qui il a déjà échoué, non pas dans un combat, mais dans un moment de confiance. Le premier film avait laissé Poté et Kitty sur une possibilité de couple, après une aventure fondée sur les vols, les faux-semblants et une attirance très réelle. The Last Wish reprend cette promesse sans la traiter comme une simple nostalgie. Kitty rappelle qu'ils devaient se marier. Poté est parti avant la cérémonie. Il n'a pas fui parce qu'il ne l'aimait pas. Il a fui parce que l'idée d'être vu, dépendant, engagé, lui paraissait plus dangereuse qu'une armée entière. Poté prétend encore que son départ était une question de destin, de liberté ou de devoir. Kitty ne le laisse pas cacher sa lâcheté derrière des mots élégants. Ce qu'elle lui reproche n'est pas seulement l'abandon d'un mariage. Il a laissé une personne qui lui faisait confiance face au vide, sans explication. Cette précision donne à leur dynamique une vraie gravité. Ils se connaissent assez bien pour repérer immédiatement les vieux réflexes de l'autre, lui transforment la gêne en bravade. Elle transforme la vulnérabilité en ironie. Tous les trois, avec Perito, approchent de la pâtisserie de Jack Horner. Où se trouve la carte? La scène joue avec les codes du cambriolage, mais l'objectif n'est jamais seulement de faire avancer l'intrigue. Poté doit choisir entre redevenir le héros solitaire qui prend les risques pour lui-même et accepter que Kitty et Perito aient aussi leur mot à dire. Il n'y arrive pas encore. Il improvise, donne des ordres, veut avoir le dernier mot. Pourtant, lorsque la carte est enfin récupérée, le groupe existe déjà comme une petite contradiction vivante. Trois êtres qui ne souhaitent pas la même chose, mais qui n'avancent que parce qu'ils se répondent. La carte elle-même est une idée visuelle très forte. Elle ne dessine pas un chemin fixe. Elle change selon la personne qui la lit. Dans les mains de Poté, les épreuves deviennent presque hostiles, pleines de pièges et de formes agressives. Dans celle de Kitty, la route exprime sa méfiance et son besoin de garder le contrôle. Dans celle de Perito, elle transforme le monde en promenade douce, bordée de choses simples et joyeuses. Ce n'est pas un outil de navigation neutre. C'est un miroir qui oblige chacun à traverser son propre caractère. La carte donne ainsi un sens concret au pays magique. Le danger ne vient pas seulement des précipices ou des monstres. Il vient de la manière dont chaque personnage interprète ce qu'il désire. Poté lit le monde comme une arène, donc il reçoit une arène. Kitty lit le monde comme un endroit où il faut prévoir la trahison, donc les chemins se dérobent. Perito, qui ne possède presque rien, voit des fleurs, des papillons et une route accueillante. Le film ne dit pas que sa naïveté est parfaite. Il dit qu'une vie sans cynisme peut voir des issues que le cynisme ne remarque plus. La traversée commence dans la forêt sombre. Les trois équipes se lancent vers l'étoile. Poté, Kitty et Perito, Goldilocks et les ours, Jack Horner avec ses hommes, ses armes et ses reliques. Le récit garde cette structure de course, mais chaque arrêt enlève une illusion. Poté voudrait croire qu'il voyage pour récupérer ses vies. Kitty voudrait croire qu'elle accompagne seulement un concurrent. Goldilocks voudrait croire que sa famille choisie ne suffira jamais. Derrière eux, Jack voudrait croire que vouloir tout est une forme de grandeur. Lorsque Poté entend de nouveau le sifflement du loup, le film ne le transforme pas en simple obstacle, qui reviendrait à intervalles réguliers. Le sifflement agit comme une intrusion dans son corps. Le chat se détourne de la conversation,
Ses mains tremblent, sa voix baisse. Kitty voit le changement sans encore en connaître la cause. Potté ne lui dit rien. Il préfère laisser croire qu'il a repéré un piège, parce que nommer sa peur serait déjà reconnaître qu'il n'est plus l'homme qu'il jouait. Ce silence explique beaucoup de leur relation. Potté n'a pas seulement peur de mourir, il a peur de ne pas correspondre au personnage que Kitty a aimé. Il se souvient du héros sûr de lui, de la voix qui entre dans une pièce comme dans une chanson. Il croit qu'avouer sa panique le rendrait moins désirable, moins digne d'être suivi. Or, Kitty n'a jamais demandé une statue, elle demande une vérité. Le film ne le lui offre pas immédiatement, car il veut que l'aveu arrive après un vrai coup. Dans la caverne de cristal, chacun découvre une première vision liée à son souhait. Le lieu paraît merveilleux, mais il est construit pour isoler. Les chemins se séparent, les surfaces reflètent des possibilités, et Potté se retrouve face à ses anciennes morts. Le héros qui racontait ces épisodes comme des anecdotes doit maintenant les revoir depuis un autre angle. Il voit le chat qui tombe, le chat qui brûle, le chat qui reçoit les applaudissements et repart sans avoir appris quoi que ce soit. Les vies sont nombreuses, mais aucune ne semble avoir été regardée avec gratitude. Cette séquence est cruciale, parce qu'elle ne présente pas les 8 vies comme un capital neutre. Elles sont des moments perdus. Potté les a utilisés pour entretenir une image de lui-même, pas pour construire une relation ou apprécier une journée. Chaque mort devient donc moins une gloire qu'un rappel de son aveuglement. Il a vécu beaucoup, mais il n'a pas forcément habité sa vie. Au même moment, Périto raconte naturellement qu'il se sentirait déjà comblé avec un simple morceau de fromage, un hamac et les personnes qu'il aime. La phrase pourrait paraître trop facile si elle venait d'un personnage qui n'aurait jamais connu la perte. Mais Périto a connu l'abandon. Sa joie ne vient pas de l'ignorance du malheur. Elle vient d'un choix actif, il refuse de laisser ce qu'on lui a fait décider de la taille de son cœur. Kitty, elle, finit par révéler à Potté une information qu'elle gardait depuis longtemps. Elle devait le laisser à l'hôtel avant même qu'il ne la quitte. Elle avait préparé sa propre fuite, convaincue que personne ne pouvait être assez fiable pour rester. Quand Potté a disparu en premier, sa méfiance a semblé confirmée. Mais la confirmation ne l'a pas soulagée. Elle l'a blessée parce qu'une part d'elle espérait tout de même avoir tort. Cette révélation rééquilibre enfin leur histoire. Potté n'est pas le seul responsable de toutes les blessures. Kitty n'est pas l'innocente parfaite, et c'est précisément ce qui rend leur rapprochement possible. Ils ne sont pas réunis parce que le film efface ce qui s'est passé. Ils sont confrontés à 2 mécanismes de défense qui se ressemblent plus qu'ils ne l'admettent. Lui part avant qu'on puisse le voir échouer. Elle part avant qu'on puisse la laisser. Aucun des deux ne s'est encore resté. La carte les mène ensuite vers la maison de Mama Luna, déplacée dans la forêt comme une île de repos. C'est l'un des gestes les plus délicats du film. Au milieu d'une chasse à l'étoile, Potté retombe dans l'endroit où il avait tenté de se cacher. Tout ce qu'il avait fui est là, réduit à des coussins, à des odeurs familières, à la présence tranquille des autres chats. Mais il n'est plus le même. Il ne voit plus seulement un lieu humiliant. Il voit l'idée d'un refuge, c'est-à-dire l'idée qu'une vie peut valoir quelque chose même lorsqu'elle n'est pas applaudie. Goldilocks et les ours les rattrapent. Leur confrontation est plus que le choc de 2 équipes. Potté observe une famille qui tient ensemble malgré les disputes, tandis que Goldilocks regarde Potté et Kitty se parler avec une intimité qu'elle prétend ne pas désirer. Les ours la protègent avec maladresse, parfois trop fort, parfois trop bruyamment. Mais leur amour n'est jamais abstrait. Papa ours s'inquiète de savoir si elle a mangé. Maman ours veut la défendre avant même qu'elle ne le demande. Bébé ours réagit à toute menace contre elle comme si sa propre existence était en jeu. Goldilocks continue pourtant à avancer vers le souhait qui pourrait les séparer. C'est le paradoxe qui lui appartient. Elle n'est pas attirée par une famille parfaite parce qu'elle déteste les ours. Elle y est attirée parce que les livres et les contes lui ont appris à imaginer un autre commencement, une histoire où elle ne serait jamais entrée chez eux, où elle n'aurait jamais dû bricoler son identité avec ce qu'elle trouvait. Le film prend au sérieux ce regret d'enfant.
Il ne le résout pas par une leçon immédiate. Jack Horner, de son côté, progresse comme une machine à détruire le merveilleux. Il donne des ordres à ses hommes, puis les traite comme des outils jetables. Même les créatures de conte qui l'accompagnent ne sont pas des compagnons. Elles sont des réserves d'armes. Un petit criquet, qui essaie de jouer le rôle traditionnel de la conscience, le suit et lui présente une brochure expliquant ce que devrait être une personne décente. Jack la regarde avec le mépris de quelqu'un qui ne peut même pas concevoir qu'une limite morale puisse le concerner. La présence du criquet évite que Jack devienne seulement une grande menace sombre. Elle révèle la spécificité de son vide. Les autres personnages se trompent, fuient, blessent, désirent. Jack, lui, écoute l'invitation à changer et répond qu'il ne veut pas. Il ne fait pas de son pire instinct une erreur. Il en fait une identité. Dans un film où la question est de savoir ce que chacun demandera à l'étoile, sa réponse est la plus froide. Davantage de tout, simplement pour que personne d'autre n'en ait. Potté récupère la carte, mais la victoire dure peu. Goldilocks et les ours le capturent. Le geste pourrait confirmer qu'ils ne sont que des rivaux. Il produit au contraire un moment de vérité. Attaché, menacé, Potté voit Goldilocks tenir la carte et parler enfin clairement de son souhait. Elle veut ses parents humains. Elle veut l'enfance qu'elle imagine avoir perdue. Les ours écoutent sans lui reprocher immédiatement cette envie, ce qui rend leur tristesse encore plus nette. Papa ours ne crie pas, maman ours ne négocie pas. Bébé ours ne déclenche pas une bataille. Ils sont simplement touchés de comprendre que la famille qu'ils croyaient construire avec elle peut être abandonnée au premier miracle disponible. C'est là que Goldilocks commence réellement à regarder ce qu'elle possède. Elle voit le silence de Papa ours, la peine de Maman ours, la façon dont Bébé ours évite son regard. Le souhait n'est plus un rêve abstrait. Il a un prix et ce prix a des visages. Potté profite du désordre pour s'échapper avec Kitty et Perito. Il prend la carte, court vers l'étoile et laisse Goldilocks derrière lui. À ce stade, il croit toujours que son besoin est plus urgent que les autres. Il a vu ses morts. Il a entendu le loup. Il n'a pas encore compris que la peur, lorsqu'elle devient la seule boussole, peut pousser à considérer les autres comme des obstacles plutôt que comme des présences. La course se resserre autour de l'étoile à souhait. Le monde magique se tord, les routes se croisent, les personnages arrivent au bord du but avec leurs désirs exposés. Le film ne ralentit pas pour annoncer une grande morale. Il laisse les choix se déplacer par des actions. Goldilocks, par exemple, approche la carte avec la possibilité réelle de quitter les ours. Elle pourrait obtenir ce qu'elle a imaginé pendant des années. Pourtant, quand ils sont en danger, son corps décide avant son discours. Elle se tourne vers eux. Le moment où elle renonce à son rêve d'origine n'est pas présenté comme une punition. Elle ne dit pas que son désir était honteux. Elle comprend plutôt que son récit personnel lui cachait une chose évidente. Les ours ne sont pas un plan de secours. Ils sont sa famille. La famille n'est pas l'endroit où tout a commencé dans les bonnes conditions. C'est l'endroit où quelqu'un prépare une chaise pour vous, où votre colère est supportée, où votre retour est espéré. En les sauvant, Goldilocks ne devient pas moins complexe. Elle cesse de traiter l'amour qu'elle reçoit comme une parenthèse provisoire. Potté voit ce choix. Il voit aussi Kitty et Perito qui refusent de le laisser seul même lorsqu'il devient difficile à suivre. Le petit chien ne lui demande pas d'être invincible. Kitty ne lui demande pas de redevenir le chat du passé. Ils lui demandent, à leur manière, de ne plus courir dès qu'une relation lui fait peur. Pourtant, avant d'accepter cette demande, Potté doit encore rencontrer la seule figure qui ne peut pas être persuadée par l'amitié, le loup. Sur l'étoile, alors que les souhaits semblent à portée de patte, le sifflement retentit une troisième fois. Le son traverse le vacarme. Potté se retrouve isolé dans une clairière éclairée par la lune. Le loup l'attend. Cette fois, il ne se contente pas de le menacer. Il révèle ce qu'il est, la mort. Pas une mort symbolique inventée par la peur de Potté. Pas un chasseur de primes particulièrement tenace. La mort elle-même, venue pour le chat qui a gaspillé 8 vies et n'a jamais montré la moindre reconnaissance pour le miracle d'en avoir autant. La révélation fonctionne parce qu'elle ne transforme pas,
le loup en méchant final au sens habituel. La mort ne veut pas dominer un royaume, ni obtenir l'étoile, ni réparer une blessure. Elle suit Poté parce qu'elle le juge arrogant. Elle a vu ce héros mourir et revenir sans apprendre. Elle est fatiguée de voir quelqu'un traiter sa propre existence comme un stock de pièces à dépenser. Sa colère rend le personnage terrifiant, mais elle donne aussi une forme à la question centrale du film. Pourquoi une vie mérite-t-elle d'être protégée? Poté répond d'abord comme il l'a toujours fait. Il propose le style, la répartie, le sourire. Mais rien ne tient. Face au loup, sa légende devient un costume trop petit. Il finit par dire la phrase qu'il était incapable de prononcer. Il a peur de mourir. Il ne veut pas perdre cette dernière vie. Cette confession n'est pas encore une victoire. La mort s'en moque. Avoir peur de mourir est naturel. La vraie question est ce que Poté fait de cette peur. Jusqu'ici, il voulait récupérer 8 vies pour pouvoir recommencer à les gaspiller. Il voulait effacer l'angoisse sans modifier la manière de vivre qu'il avait créée. Le loup le pousse à regarder cette contradiction sans détour. Poté ne peut pas vaincre la mort à l'épée. Personne ne le peut. Il peut seulement décider de ne plus fuir sa propre fin. Lorsque Kitty et Perito le rejoignent, ils ne viennent pas lui donner une arme magique ou une phrase parfaite. Ils viennent s'asseoir près de lui. Perito propose sa petite pierre porte-bonheur, avec une chaleur si simple qu'elle pourrait sembler déplacée dans une scène aussi grave. Mais c'est justement le point. Poté ne se relève pas parce qu'il redevient grandiose. Il se relève parce qu'il cesse d'être seul. Kitty pose sa patte contre la sienne. Aucun des deux ne promet que la peur disparaîtra. Ils acceptent de la traverser ensemble. Poté regarde alors la carte et reconnaît ce qu'il veut vraiment. Pendant tout le voyage, il répétait qu'il fallait 9 vies pour vivre pleinement. Il découvre que cette dernière vie, avec Kitty et Perito, lui suffit. Non parce qu'elle est garantie, mais parce qu'elle est enfin vécue avec attention. Le vœu n'a plus besoin d'être formulé. Le manque qui le faisait courir vers l'étoile est en train de changer de nature. Cette décision conduit directement à l'affrontement final avec la mort. Poté reprend son épée. Il ne prétend plus être immortel. Il le dit clairement, il sait qu'ils se reverront. Il ne peut pas gagner pour toujours, mais il veut défendre sa dernière vie. La nuance est immense. L'ancien Poté combattait pour que le monde applaudisse sa légende. Celui-ci combat parce que cette vie contient maintenant des gens, des choix, une possibilité de rester. La mort siffle. Poté ne recule pas. Le duel est bref, mais il porte toute la transformation du personnage. Poté n'est pas devenu plus fort au sens mécanique. Il n'a pas obtenu 8 vies supplémentaires. Il n'a pas trouvé une faiblesse secrète du loup. Sa victoire consiste à ne plus jouer le rôle du héros intouchable. Il esquive, il chute, il se relève avec ce qu'il est réellement. Un chat vulnérable, courageux précisément parce qu'il peut perdre. La mort finit par ranger ses armes. Elle ne devient pas son amie, elle ne disparaît pas, elle ne renonce pas à ce qu'elle représente. Elle reconnaît seulement que Poté a changé les règles de leur rencontre. Il n'est plus l'arrogant qui riait de chaque fin. Il est quelqu'un qui comprend maintenant la valeur de ce qu'il risque. Le loup s'éloigne en promettant, d'une certaine manière, qu'ils se reverront un jour. Cette promesse n'est pas une menace que le film doit résoudre. C'est la condition même de vivre. La fin attend, mais elle n'empêche pas la vie de compter. Il reste cependant une étoile à souhait, une carte capable de tout décider, et Jack Horner prêt à s'en emparer. Le conflit final rassemble alors toutes les visions du désir. Jack veut le pouvoir sans partage. Goldilocks veut protéger la famille qu'elle a enfin reconnue. Kitty veut pouvoir croire à quelqu'un sans renoncer à elle-même. Perito veut que les autres restent ensemble. Poté ne veut plus de vie en plus. Quand tous comprennent que l'étoile ne peut accorder qu'un seul vœu, leur solution ne consiste pas à trouver le meilleur gagnant. Ils décident que personne ne doit la posséder. Jack s'accroche à son vœu avec une violence presque enfantine. Il utilise ses objets magiques comme s'il pouvait transformer chaque manque en arme. Mais cette accumulation le rend de plus en plus absurde. Il possède des trésors de compte, des soldats, des machines, des sortilèges. Il reste pourtant seul dans sa volonté. Même son propre criquet finit par lui tourner le dos.
Le petit personnage qui lui servait de conscience n'a pas réussi à le changer, mais il peut au moins choisir de ne plus l'accompagner. Jack tombe avec son propre coffre de magie. Sa fin n'est pas traitée comme une grande tragédie, car il n'a jamais voulu autre chose que lui-même. Le film ne lui offre pas une rédemption expédiée pour rendre sa sortie plus noble. Il laisse son égoïsme produire sa conséquence. À force de vouloir remplir ses mains de tout, il perd la seule chose qui aurait pu donner un sens à ce qu'il possède, un lien avec quelqu'un d'autre. Poté, Kitty et Perito détruisent la carte. Le choix est plus fort que le simple refus d'un souhait. Ils renoncent consciemment à l'outil qui pourrait arranger leurs blessures sans les obliger à changer. Poté pourrait retrouver ses 8 vies. Kitty pourrait se protéger de la déception. Perito pourrait demander une famille irréprochable. Goldilocks pourrait réécrire son enfance. Tous renoncent à ce raccourci, parce qu'ils ont découvert que leurs blessures ne demandent pas une réalité parfaite. Elles demandent une relation qu'on accepte de vivre sans garantie. La destruction de l'étoile est spectaculaire, mais le film termine sur des gestes plus petits. Goldilocks repart avec les 3 ours. Leur famille n'est pas devenue silencieuse ou idéale. Papa ours, maman ours et bébé ours restent eux-mêmes, encombrants, passionnés, un peu excessifs. La différence est que Goldilocks ne regarde plus leur amour depuis l'extérieur. Elle est au milieu d'eux. Elle a choisi cette place. Poté et Kitty, eux, ne se marient pas brusquement pour effacer leur passé. Cette retenue est importante. Le film n'affirme pas qu'un aveu répare tout. Kitty et Poté repartent ensemble parce qu'ils ont enfin commencé à dire la vérité sur ce qui les faisait fuir. Perito monte avec eux parce que leur aventure n'est plus un duo fermé sur sa propre romance. Il est devenu la présence qui a obligé les 2 autres à formuler ce qu'ils évitaient. Sur une barque, ils prennent la mer en direction de fort lointains. La dernière plaisanterie, avec son horizon ouvert et la promesse de retrouver des personnages du monde de Shrek, sert aussi de conclusion émotionnelle. Poté ne repart pas vers une vie plus sûre. Il repart vers l'inconnu. Mais il ne le fait plus pour prouver qu'il est indestructible. Il le fait avec 2 amis, avec une seule vie, et avec l'idée que cette fragilité est précisément ce qui rend chaque nouvelle aventure précieuse. Puss in Boots, The Last Wish est souvent drôle, rapide, rempli de créatures et de références au conte. Pourtant, son geste le plus audacieux est très calme. Il prend un héros qui a toujours gagné grâce à son aplomb, puis il lui enlève la possibilité de croire que l'aplomb suffit. Il ne lui retire pas son chapeau, son épée ou son charme pour le punir. Il les remet à leur juste place. Le style peut accompagner le courage. Il ne peut pas le remplacer. La peur de Poté ne disparaît jamais complètement. C'est pourquoi le sifflement du loup reste dans la mémoire après la fin. Il ne faut pas entendre ce son comme l'annonce d'une suite ou d'un danger à vaincre. Il représente une vérité que le héros accepte enfin. Il y aura toujours une dernière fois. Une dernière porte franchie, un dernier voyage, une dernière conversation. Le film ne répond pas à cette vérité par le désespoir. Il y répond par une question plus utile. Puisque le temps est compté, avec qui voulons-nous le passer? Poté choisit Kitty et Perito. Goldilocks choisit les ours. Perito, qui n'a jamais cessé de choisir les autres, trouve enfin des gens capables de le choisir en retour. Même le monde merveilleux du film prend alors une autre couleur. Les objets magiques, l'étoile, les géants et les forêts ne sont plus seulement des décorations pour une course. Ils mettent les personnages devant une version amplifiée de leurs désirs afin qu'ils puissent décider qui ils veulent être quand le miracle leur tend la main. Le titre français, Le Dernier Vœu, joue sur cette idée avec une précision presque mélancolique. Le dernier vœu de Poté n'est pas une phrase prononcée au centre de l'étoile. C'est un mouvement intérieur. Il préfère une vie limitée mais partagée à une infinité de vies vécues derrière une armure. Il comprend que sa plus grande aventure ne consiste pas à éviter la mort. Elle consiste à cesser d'éviter l'attachement. Et c'est pour cela que le dernier plan fonctionne si bien. Un chat en botte sur une barque n'a pas l'air moins héroïque parce qu'il n'a plus 8 vies en réserve. Il a l'air plus vivant, son chapeau est de nouveau sur sa tête, son épée est de nouveau à son côté. Mais, cette fois, la légende n'est pas devant lui comme une scène à conquérir.
Elle voyage avec lui sur une mer immense, dans le rire de ses deux compagnons. Ce dernier voyage donne envie de revenir au tout premier plan de la fête, parce que le chemin parcouru par Poté est visible dans la manière même dont le film le cadre. Au début, tout est grand autour de lui. Une scène, une salle, un public, une chanson qui porte son nom. La caméra et les couleurs lui offrent l'espace d'un spectacle. À la fin, il est plus petit dans un horizon immense, assis dans une barque qui ne possède ni trône ni foule. Pourtant, il semble plus solide. La différence ne tient pas à sa taille, elle tient à ce qu'il regarde. Au début, il regarde les autres l'admirer. À la fin, il regarde devant lui, puis vers Kitty et Perito. Cette progression est l'une des raisons pour lesquelles le film parle aussi facilement à des adultes qu'à des enfants. Il utilise des personnages de contes, des blagues de chats, des poursuites et des objets enchantés. Mais derrière ce plaisir immédiat, il pose une inquiétude que beaucoup reconnaissent. La sensation d'avoir longtemps joué un rôle efficace, séduisant, glorieux, avant de découvrir qu'il ne protège pas contre les moments où l'on se retrouve vraiment seul. Poté n'a pas besoin d'apprendre à manier une épée. Il sait déjà faire. Il doit apprendre à rester présent lorsque l'épée ne résout rien. Le médecin du début semble donc avoir une fonction plus importante que son apparition ne le laisse croire. Son diagnostic est drôle, presque bureaucratique, mais il déclenche toute la crise. Il ne dit pas à Poté qu'il n'est plus courageux. Il lui dit qu'il n'a plus de réserve. Cette idée frappe le héros comme une humiliation parce qu'elle réduit sa mythologie à un nombre. 8 vies dépensées, une restante. Mais le nombre ne devient vraiment douloureux que lorsque Poté comprend qu'il n'a jamais considéré ces vies comme des jours à habiter. Elles étaient, pour lui, des excuses pour ne pas faire attention. Le film a l'intelligence de ne pas associer immédiatement l'attention à la tristesse. Mama Luna, Perito et les autres chats introduisent une autre forme de bonheur. Boire quelque chose de chaud, partager un coin de soleil, savoir qu'on peut s'endormir sans devoir produire un exploit. Poté regarde cet univers avec dédain, puis avec une curiosité qu'il cache très mal. Pour un héros construit sur le mouvement, le repos semble d'abord être une défaite. Il finit par apparaître comme une compétence qu'il n'a jamais apprise. On pourrait croire que l'étoile à souhait vient interrompre cette leçon par une tentation trop fantastique. Au contraire, elle lui donne une forme. Si Poté restait chez Mama Luna sans que rien ne vienne le chercher, il pourrait confondre sa retraite avec une guérison. La carte et l'étoile l'obligent à sortir. Elles exposent immédiatement ce qu'il veut encore. Non pas une nouvelle manière de vivre, mais l'ancienne immunité. Le voyage devient nécessaire parce que Poté doit découvrir par lui-même que son désir initial est insuffisant. La qualité du scénario tient beaucoup à cette différence entre un objectif et un besoin. L'objectif visible de Poté est simple: atteindre l'étoile avant les autres et récupérer ses 8 vies. Son besoin, qu'il ne formule pas, est d'accepter qu'une seule vie puisse être suffisante si elle n'est plus vécue comme une démonstration. Goldilocks possède le même écart. Son objectif est de retrouver ses parents biologiques. Son besoin est de reconnaître les liens qui existent déjà sans chercher à les rendre parfaits. Kitty veut en apparence participer à une mission et garder la main sur la carte. Au fond, elle doit décider si elle peut essayer de faire confiance sans exiger une garantie préalable. Perito est le seul dont l'objectif et le besoin semblent presque identiques. Il veut une famille, des amis, de la chaleur humaine. Mais ce n'est pas parce qu'il est un personnage simple. Son secret est qu'il a déjà choisi d'aimer dans un monde qui lui a donné peu de raisons de le faire. Il ne possède pas la lucidité blessée de Kitty, ni le désir de réparation de Goldilocks. Il possède une discipline de la joie. Elle est parfois maladroite, souvent drôle, mais elle devient une force très concrète lorsqu'il faut empêcher les autres de se réfugier dans leur cynisme. La petite pierre qu'il offre à Poté est un très bon exemple. À la surface, c'est un objet ridicule. Une pierre qui, selon Perito, porte bonheur. Poté pourrait l'écarter d'un geste, mais le film ne demande pas au spectateur de croire à la magie de l'objet. Ce qui compte est le mouvement du chien. Il donne ce qu'il a, sans calculer si cela paraît impressionnant. Quand quelqu'un est dominé par la peur,
Recevoir une chose minuscule offerte avec une confiance entière peut peser davantage qu'une arme légendaire. La pierre est la preuve matérielle qu'un autre personnage veut que Poté revienne vivant. Perito comprend aussi une chose que Poté et Kitty ont oubliée: la confiance ne se construit pas uniquement par les grandes confessions. Elle se construit dans la manière de marcher avec quelqu'un, de partager un repas, de poser une question sans exiger une réponse brillante. Pendant une bonne partie du voyage, Poté essaie de protéger son image en restant distant. Perito ne le combat pas frontalement. Il reste là. Cette patience est plus difficile à rejeter qu'un discours. Kitty, patte de velours, apporte une autre nuance. Elle n'est jamais écrite comme la récompense sentimentale du héros. Son désir, sa colère et son intelligence existent indépendamment de Poté. Lorsqu'elle accepte de voyager avec lui, elle ne renonce pas au souvenir de l'hôtel. Elle garde cette blessure comme une information. Poté peut partir quand la proximité devient réelle. Cette mémoire l'empêche de croire trop vite aux promesses. Elle la rend aussi très attentive au silence de Poté quand le loup se rapproche. Leur relation évite ainsi la réconciliation facile. Le film ne suggère pas que deux personnes blessées sont forcément faites l'une pour l'autre. Il montre deux personnes qui ont chacune transformé une peur en stratégie. Poté pense: je partirai le premier, ainsi personne ne verra à quel point je dépends d'elle. Kitty pense: je prévois de partir, ainsi personne ne pourra me surprendre en me laissant. Ces deux stratégies se rencontrent à l'hôtel, comme deux portes qui se ferment en même temps. Quand Kitty avoue qu'elle comptait elle aussi partir, elle ne cherche pas à annuler la faute de Poté. Elle accepte sa propre part de responsabilité dans la distance qui les sépare. Ce geste modifie la conversation. Poté ne peut plus se réfugier dans le rôle de celui qui a tout gâché, rôle qui serait encore une manière de se placer au centre. Il doit écouter une personne qui a eu peur, elle aussi, mais qui commence à la dire. La maturité du couple ne vient pas d'une promesse spectaculaire. Elle vient de cette capacité nouvelle à entendre une vérité peu flatteuse sans se sauver. Le choix de les faire voyager avec Perito est donc très juste. Sans lui, l'histoire de Poté et Kitty aurait pu se refermer sur leur propre charme, leur virtuosité et leur répartie. Perito introduit une innocence qui les embarrasse, mais qui les empêche de rester dans le jeu des adultes trop fiers. Il demande directement s'ils s'aiment. Il parle de son passé sans emballage. Il écoute ce que les autres essaient d'éviter. Il n'est pas là pour être le personnage mignon qui détend l'action. Il rend l'honnêteté possible. Goldilocks, à l'inverse, est placée au centre d'une famille qui s'exprime trop fort. Les ours la suivent partout, parlent à sa place, veulent la défendre avant de comprendre ce qu'elle ressent. Cela peut être étouffant. Le film ne prétend pas que leur affection est parfaite, simplement parce qu'elle est sincère. Goldilocks a de bonnes raisons de s'imaginer ailleurs. Elle est humaine dans une famille d'ours, et cette différence ne disparaît jamais complètement. Elle garde la mémoire d'un autre conte, celui de la petite fille qui entre dans la maison de 3 ours. Dans cette version, elle n'est que l'intruse. Dans The Last Wish, elle doit décider si elle peut devenir autre chose que l'enfant qui est entré par erreur. Les 3 ours ne lui demandent jamais de devenir exactement comme eux. C'est ce qui donne du poids à leur peine. Ils ne réclament pas qu'elle abandonne ses questions sur ses origines. Ils découvrent seulement qu'elle les voit comme un détour vers la famille, qu'elle mérite vraiment. Quand Papa Ours baisse les yeux, le geste suffit. Aucun grand discours ne serait plus précis. La douleur de cette scène tient au fait que les ours ont déjà fait leur choix depuis longtemps. Goldilocks, elle, n'avait pas encore compris que ce choix existait. La famille apparaît alors non comme une identité donnée une fois pour toutes, mais comme une pratique. Papa ours prépare, maman ours s'inquiète, bébé ours déborde d'émotions, Goldilocks organise, râle et protège à son tour. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même espèce ni la même histoire pour être une famille. Ils ont besoin de gestes répétés qui font de la place à chacun. Le vœu de Goldilocks devient douloureux parce qu'il promettrait de remplacer cette pratique par une origine parfaite, plus propre, plus conforme au conte qu'elle croit devoir habiter. Lorsqu'elle se retourne pour sauver les ours, elle ne renie pas son passé.
Elle cesse de lui donner le droit de définir tout son avenir. C'est une distinction fine. Beaucoup de films résoudraient cette intrigue en affirmant qu'il faut oublier les parents perdus et aimer ceux qui sont là. The Last Wish fait quelque chose de plus délicat. Il laisse Goldilocks désirer une réponse, puis il lui montre que le désir d'une réponse ne doit pas rendre invisible ce qu'elle a déjà reçu. La fin ne ferme pas complètement la question de ses origines. Elle lui rend simplement une maison présente. Jack Horner est construit comme le négatif absolu de tous ses personnages. Là où Potée découvre qu'une vie suffit lorsqu'elle est partagée, Jack veut posséder toute la magie du monde. Là où Goldilocks apprend à reconnaître une famille, Jack traite ses alliés comme des objets interchangeables. Là où Kitty accepte enfin une vérité qui la met mal à l'aise, Jack refuse jusqu'à l'idée d'une conscience. Il est volontairement moins nuancé, parce qu'il sert de limite extérieure. Sans lui, le film risquerait de présenter tous les désirs comme également blessés, et donc également excusables. Son passé d'enfant de boulanger explique son nom, mais ne le justifie pas. Il est né dans une famille qui n'avait pas la magie des autres récits. Cette frustration aurait pu devenir un sentiment d'exclusion, une recherche de reconnaissance, une envie de créer quelque chose à lui. Il choisit au contraire de voler, collectionner et détruire. Le film se moque de ces justifications parce qu'il les utilise comme une décoration de plus. Jack ne souffre pas d'être méchant. Il se félicite de l'être. Le criquet qui le suit est important pour la même raison. Dans les contes classiques, un petit compagnon peut servir de conscience et guider le héros vers une meilleure décision. Ici, le criquet essaie réellement. Il lui présente une liste, lui demande de se comporter avec décence, tente de rappeler l'existence d'autrui. Jack ne manque donc pas d'avertissement. Il manque de volonté. Ce choix évite de réduire la cruauté à une fatalité. La conscience est là, minuscule et insistante. Jack choisit de l'écraser par le mépris. Il faut aussi regarder ce que Jack fait aux objets merveilleux. Une baguette magique, une licorne, un biscuit vivant ou une carte enchantée peuvent être des sources de surprise. Chez lui, elles sont rangées dans des caisses, utilisées comme projectiles ou comme carburant. Il transforme l'imaginaire en entrepôt. Cette idée visuelle est presque une définition de son personnage. Il confond la possession avec l'émerveillement. Il veut le pouvoir des contes, mais il n'est touché par aucun conte. À l'opposé, Potée reste un personnage de conte même lorsqu'il a peur, parce qu'il accepte de laisser le merveilleux le modifier. La forêt, la carte, l'étoile et le loup n'ont pas pour lui une fonction utilitaire. Ils deviennent des rencontres. La différence est particulièrement claire devant l'étoile à souhait. Jack la voit comme un bouton qui donnerait accès à davantage de choses. Potée finit par voir qu'elle lui propose d'éviter la question la plus importante. Détruire la carte, c'est refuser que la magie serve à contourner ce qu'il doit apprendre. La mort occupe une place à part dans ce réseau de personnages. Elle n'est pas la même chose que Jack. Jack est un rival humain, avide et volontaire. La mort est une limite universelle. Le film joue avec les apparences du méchant de conte. Manteau sombre, yeux rouges, faux, sifflement. Mais il ne lui donne ni royaume à conquérir, ni explication sentimentale destinée à l'adoucir. Il est là parce que Potée a vécu comme si aucune limite ne s'appliquait à lui. La colère du loup mérite d'être entendue avec attention. Il ne dit pas seulement « tu vas mourir », donc aie peur. Il reproche à Potée d'avoir traité ses vies comme un jeu. Ce reproche est rude, mais il ne vient pas d'une morale abstraite. La mort voit que chaque retour à la vie a renforcé chez Potée l'idée qu'il pouvait mépriser le risque. Le chat était courageux, certainement. Mais son courage était contaminé par une forme de mépris pour les conséquences, puisque les conséquences semblaient toujours pouvoir être annulées. Le loup est donc terrifiant parce qu'il retire à Potée la possibilité de croire qu'un dernier coup d'éclat suffira. À chaque apparition, son sifflement suspend le langage du héros. Potée, qui maîtrise normalement la répartie, se met à bégayer, détourne les yeux, cherche une sortie. Le film parle ici de panique avec une simplicité rare dans une grande aventure animée. Il ne transforme pas l'anxiété en chagrin vague ou en faiblesse pittoresque. Il montre un corps qui se dérègle. La respiration courte, les mains qui tremblent,
le regard qui ne sait plus où se poser. Cette représentation est d'autant plus efficace que les autres personnages ne la voient pas immédiatement. Poté réussit à la cacher parce qu'il a passé sa vie à cacher la peur sous le spectacle. C'est une compétence sociale très reconnaissable. Faire rire, parler vite, raconter une belle histoire, afin que personne ne remarque ce qui se passe derrière. Kitty finit par voir la fissure. Perito la sent, sans la comprendre totalement. Mais Poté doit être prêt à la nommer lui-même. Quand il dit enfin qu'il a peur de mourir, le film ne lui répond pas par une consolation mensongère. Personne ne peut lui assurer qu'il ne mourra pas. Kitty et Perito ne peuvent que lui rappeler qu'il n'est pas seul dans cette peur. C'est une réponse plus honnête et plus utile. La vulnérabilité ne devient pas une porte vers une invulnérabilité nouvelle. Elle devient une porte vers la relation. La dernière confrontation avec le loup prend alors une dimension différente de celle du premier duel. La première fois, Poté combat pour défendre une image de lui-même. Il veut être le chat qui ne recule jamais, et la première blessure suffit à faire s'écrouler cette image. La dernière fois, il combat sans cette garantie. Il sait que le loup est plus puissant. Il sait que sa vie est en jeu. Il choisit quand même de se tenir là. Son courage, enfin, ne dépend plus de la certitude de gagner. La phrase qu'il lui adresse est l'une des plus justes du film. Poté reconnaît qu'ils se reverront. Il n'essaye pas d'humilier la mort ni de prétendre lui échapper pour toujours. Cette lucidité désarme le loup parce que son objectif n'était pas seulement de prendre la dernière vie de Poté. Il voulait confronter le héros à sa propre arrogance. Lorsque l'arrogance disparaît, la rencontre change. La mort reste la mort, mais elle n'a plus devant elle un chat qui traite l'existence comme un numéro sans prix. Cette scène explique pourquoi le film ne demande pas au spectateur de vaincre sa peur. La peur peut signaler un danger réel. Poté aurait tort de ne plus craindre le loup. Ce qu'il apprend, c'est à ne plus laisser la peur décider seule. Au début, elle le pousse à se cacher chez Mama Luna, sous un faux nom. Puis elle le pousse à chercher 8 vies supplémentaires. À la fin, elle est toujours là, mais elle n'efface plus les gens qu'il aime. Il peut avoir peur et continuer à choisir. La direction artistique accompagne parfaitement ce trajet. Le film ne cherche pas un réalisme lisse où chaque poil de chat serait rendu comme dans une photographie. Il préfère une animation qui change de texture selon le danger et l'émotion. Les combats peuvent devenir plus anguleux, plus rapides, presque dessinés à la main dans leur énergie. Les moments de peur ralentissent au contraire et laissent l'espace se vider autour de Poté. Le monde garde sa matière de conte, mais il peut soudain devenir menaçant sans trahir son propre style. Le premier duel avec le loup est particulièrement révélateur. La taverne n'est pas immense. Elle est fermée, chaude, remplie de bois et de silhouettes. Poté y entre avec une assurance de star. Quand le loup sort ses lames, le décor semble se resserrer. Ce n'est pas seulement l'adversaire qui est redoutable, c'est la disparition du public. Les gens se taisent, le héros n'a plus de scène, et le bruit du métal prend toute la place. Le film construit la peur à partir de ce que Poté perd, l'espace de performer. Les scènes d'action évitent aussi de traiter chaque combat de la même façon. Contre le géant, Poté bouge avec une joie acrobatique. Contre les chasseurs de primes, il danse presque. Contre les ours, l'énergie vient du désordre familial et de la course. Contre Jack Horner, l'action ressemble à une avalanche d'objets magiques dont personne ne maîtrise vraiment les conséquences. Contre la mort, les gestes deviennent plus précis, plus rares, et chaque frappe semble avoir un coût. Cette variation donne au récit une sensation de progression, pas seulement d'accélération. Les couleurs participent elles aussi à la lecture des personnages. L'étoile à souhait offre des tons lumineux, presque trop séduisants, parce qu'elle matérialise la promesse d'une solution parfaite. Les passages liés au loup se chargent de noir, de bleu et de rouge. Mama Luna apporte au contraire une chaleur domestique, avec ses couvertures, ses murs et ses taches de soleil. Aucun lieu ne reçoit une signification par une explication. Le film laisse la couleur, la lumière et la texture préparer ce que les personnages ne savent pas encore dire. La carte, surtout, est une merveille de dispositif narratif. Elle aurait pu être un simple prétexte
pour déplacer le groupe d'un point à un autre. En montrant des chemins différents selon la personne qui la tient, elle transforme le décor en portrait psychologique. Poté obtient une route de feu et de pièges parce qu'il aborde la vie comme une épreuve qui doit confirmer sa valeur. Kitty reçoit des passages instables parce qu'elle cherche constamment l'endroit où l'on pourrait la trahir. Perito reçoit un itinéraire qui ressemble à un après-midi heureux, parce qu'il n'a pas construit son regard autour du pire. Il serait facile de conclure que Perito a raison sur tout, et que les autres devraient simplement regarder des fleurs. Le film est plus subtil. Le chemin de Perito est accueillant, mais il ne l'empêche pas d'être exposé à la violence de Jack ou au danger de l'étoile. Sa gentillesse n'abolit pas le monde. Elle lui permet de ne pas offrir son imagination entière à ce qui menace. C'est une nuance importante. L'optimisme de Perito n'est pas une négation du danger, c'est un refus de faire du danger la seule vérité. La musique et le rythme vocal servent le même mouvement. Poté commence dans une chanson où il est son propre sujet. Son nom devient refrain, ses exploits deviennent couplets, sa présence organise l'attention. Plus tard, les silences prennent de la valeur. Le sifflement du loup, précisément parce qu'il est simple, traverse plus fortement que les grandes envolées. Au moment où Poté est assis avec Kitty et Perito, le film n'a plus besoin de le faire parler beaucoup. Une respiration et une patte posée près de la sienne suffisent. Cette confiance dans les petits gestes est l'une des grandes différences entre The Last Wish et une aventure qui chercherait seulement à monter toujours plus haut. Le film sait faire exploser des décors, faire courir des personnages et lancer des créatures dans tous les sens. Mais ces moments les plus mémorables sont parfois extrêmement petits. Poté qui hésite avant de répondre, Kitty qui découvre qu'il ne plaisante pas, Goldilocks qui voit la déception des ours, Perito qui tend une pierre, le loup qui siffle au milieu du silence. Le titre anglais, The Last Wish, désigne bien sûr l'étoile à souhait et l'idée d'une dernière chance, mais le mot « last » résonne aussi avec la dernière vie de Poté. Dans les contes, on imagine souvent que le dernier élément d'une série est le plus dramatique, le dernier combat, la dernière clé, le dernier vœu. Le film déplace cette attente. La dernière vie n'est pas précieuse parce qu'elle est spectaculaire. Elle est précieuse parce qu'elle oblige enfin Poté à remarquer les choses qu'il avait toujours laissées derrière lui. Le lien avec l'univers de Shrek enrichit cette idée sans envahir le récit. Poté est né comme personnage secondaire dans un monde où les contes sont déjà mélangés, moqués et réinventés. Il garde cette énergie. Les références apparaissent. Les personnages de livres se croisent, les objets magiques ne suivent pas toujours les règles attendues. Mais The Last Wish ne dépend pas de la nostalgie. On peut connaître les films précédents et apprécier les échos. On peut aussi suivre cette histoire comme le parcours autonome d'un héros qui découvre sa propre limite. Le retour annoncé vers Fort lointain, à la fin, ne sert donc pas uniquement à ouvrir une porte vers d'autres aventures. Il rappelle que Poté a désormais un monde plus large à rejoindre. Au début, il est enfermé dans son image. À la fin, il peut retrouver un univers immense sans avoir besoin d'y être le centre. C'est une promesse plus intéressante qu'une simple annonce de suite. Le chat peut encore vivre des histoires grandioses. Mais nous savons désormais ce qui est en jeu pour lui lorsqu'il saute, lorsqu'il fuit, lorsqu'il laisse quelqu'un entrer dans sa vie. Les faits autour du film soulignent aussi son statut particulier dans l'animation de DreamWorks. Réalisé par Joel Crawford, Puss in Boots, The Last Wish arrive plus d'une décennie après le premier film consacré à Poté. Le défi n'était pas seulement de remettre le personnage sur les écrans. Il fallait trouver une raison de le revoir. Le film répond en ne lui donnant pas simplement un ennemi plus grand ou une quête plus brillante. Il lui donne une question que son charisme ne peut pas contourner. Antonio Banderas retrouve la voix de Poté et cette continuité compte. Sa voix conserve le jeu séduisant, la fierté et les grands élans du personnage. Mais elle laisse aussi entendre l'effort lorsque le héros ne parvient plus à plaisanter. Salma Hayek Pinault revient également dans le rôle de Kitty Patte de Velours, ce qui donne à leur retrouvaille une texture de passé réellement partagée. Autour d'eux,
Le film ajoute de nouvelles voix et de nouveaux personnages, sans demander aux spectateurs de les connaître avant leur entrée. Chacun arrive avec un désir immédiatement lisible, puis gagne en profondeur quand ce désir rencontre une conséquence. Le succès critique du film a beaucoup reposé sur cette combinaison. Une aventure accessible, une animation plus audacieuse que l'attendue, et une histoire qui ne traite pas les émotions difficiles comme un détour embarrassant. Les séquences liées à la panique de Poté ont particulièrement marqué les spectateurs, parce qu'elles reconnaissent une peur moderne dans un cadre de conte. La question n'est pas de savoir si un héros peut devenir triste. La question est de savoir si sa peur peut devenir le début d'une autre manière de vivre. Il faut néanmoins éviter de réduire le film à une leçon sur la mortalité. Sa force vient de sa capacité à garder plusieurs tons dans le même mouvement. Le médecin est drôle, Perito est drôle, les ours sont drôles. Jack Horner est si excessif qu'il devient comique, même lorsque sa cruauté est nette. Puis le loup entre et le rire se bloque. Cette alternance ne banalise pas la gravité, elle la rend plus perceptible. La peur de Poté ne vient pas dans un monde déjà sombre, elle surgit dans un monde qu'il croyait connaître et contrôler. Le film comprend ainsi quelque chose de très juste sur l'âge adulte. On peut avoir une identité forte, une réputation, des compétences et une histoire pleine de victoires. Il suffit parfois d'un événement qui ne répond pas aux règles habituelles pour que tout cela paraisse insuffisant. La réponse de Poté n'est pas de renoncer à son talent, ni de devenir quelqu'un de terne. Il garde son humour, son épée et son goût pour l'aventure. Il doit seulement arrêter de les utiliser comme un mur entre lui et les autres. La scène de Mama Luna devient, dans cette perspective, le contraire discret de l'étoile. L'étoile promet que le monde peut être réécrit en un instant. Mama Luna offre quelque chose de beaucoup moins spectaculaire. Du temps, un repas, un endroit où l'on n'a rien à prouver. Poté est attiré par l'étoile parce qu'elle correspond à son ancien imaginaire du héros, celui qui règle tout par un acte unique. Il apprend que la vie qu'il cherche ressemble davantage au refuge. Elle se construit par des jours ordinaires que l'on accepte enfin de respecter. Quand il retourne mentalement vers ce refuge, il n'y retrouve pas une retraite honteuse. Il y retrouve la première expérience d'un monde où sa valeur ne dépendait pas de ses exploits. Les chats ne savaient pas forcément qui il était. Certains s'en fichaient, et c'est peut-être pour cela qu'ils pouvaient lui offrir une forme de paix. Être aimé sans être constamment applaudi reste une idée très étrangère à Poté au début. Elle devient peu à peu le sol sur lequel il peut se tenir face au loup. La manière dont le film traite les autres chats est d'ailleurs révélatrice. Ils ne sont pas là pour commenter la chute de Poté ou lui apprendre une sagesse explicite. Ils existent selon leur propre rythme. L'un dort, l'autre joue, un autre prend sa place sur un coussin. Ce simple refus de transformer chaque personnage en spectateur de la légende de Poté est salutaire. Le monde continue lorsqu'il ne performe pas. Cette découverte est terrifiante pour son ego, mais libératrice pour lui comme personne. Poté passe ensuite presque tout le film à vouloir redevenir celui qu'il était avant le loup. C'est un désir très humain. Après une humiliation ou une crise, on veut souvent récupérer l'ancienne version de soi-même, celle qui semblait fonctionner sans effort. Le film ne lui dit pas que cette version était entièrement fausse. Elle était réelle, elle contenait du courage, du charme, de la joie. Mais elle n'était pas complète. Les 8 vies précédentes étaient peut-être pleines d'aventures. Elle n'avait pas encore appris à Poté à partager le poids de l'existence. Le voyage avec Kitty et Perito ne le répare donc pas en l'éloignant de son ancien caractère, il l'élargit. Poté peut encore faire une entrée spectaculaire. Il peut encore combattre. Il peut encore se vanter un peu. La différence est qu'il sait désormais s'arrêter, écouter et dire qu'il a peur. La meilleure version d'un héros de conte n'est pas celle qui n'éprouve jamais de faiblesse. C'est celle qui ne transforme plus sa faiblesse en secret qui blesse les autres. Le désir de Kitty évolue de manière parallèle. Au départ, elle protège sa liberté à tout prix. Cette protection lui a probablement permis de survivre à des déceptions réelles. Le film ne la condamne pas pour cela. Il lui offre simplement une situation où rester seule ne la protège plus de tout.
Elle voit Poté paniquer. Elle voit Périto croire en eux. Elle voit que la méfiance peut devenir aussi enfermant que la bravade. Son choix de rester avec Poté à la fin n'est pas une capitulation romantique. C'est un risque qu'elle décide de prendre en connaissance de cause. La vraie question entre eux devient alors moins « vont-ils finir ensemble ?» que « peuvent-ils supporter l'idée qu'aimer quelqu'un n'élimine pas le risque de le perdre ?» Poté a fui le mariage parce qu'il ne voulait pas être attaché. Kitty voulait fuir parce qu'elle ne voulait pas être abandonnée. Le loup donne à cette question une forme extrême. Tout attachement comporte la possibilité de la fin. Leur réponse n'est pas de nier ce risque. C'est de ne plus le laisser leur dicter la première décision. Goldilocks offre une variation familiale du même mouvement. Aimer les ours signifie accepter qu'ils ne correspondent pas à l'image parfaite qu'elle avait imaginée. Les choisir, c'est risquer la déception, les disputes et les maladresses. Mais c'est aussi recevoir des gestes concrets, présents, répétés. Son passage de la famille rêvée à la famille vécue répond à celui de Poté, qui passe des vies rêvées à la vie vécue. Le film tisse ces deux idées avec une grande économie. Les personnages ne prononcent pas une thèse, ils se retournent au bon moment. Même Jack Horner participe à cette architecture par contraste. Il refuse tout lien qui ne puisse être possédé. Il ne veut pas recevoir une chose, il veut l'arracher. Il ne veut pas être avec les autres, il veut qu'ils soient autour de lui comme des accessoires. Son vœu final est donc le seul qui ne pourrait jamais le combler. Obtenir tout ne répond à aucun manque lorsqu'on a choisi de ne reconnaître la valeur de personne. Le film se montre très lucide sur la séduction de cette logique. Jack est entouré d'objets impressionnants. Son usine est pleine de couleurs, de mécanismes, de merveilles. Il semble puissant. Mais cette puissance ne produit aucune relation. Personne ne lui tend une pierre porte-bonheur. Personne ne l'attend avec une assiette préparée. Personne ne lui dit une vérité difficile parce qu'il compte. Lorsqu'il tombe avec ces choses. C'est une image très différente de Poté, qui ne possède plus grand-chose au début, mais finit par ne pas tomber seul. La critique de l'accumulation n'est jamais lourde parce que le film garde le plaisir de montrer les objets. Il aime les baguettes, les créatures, les coffres, les effets de magie. Il ne dit pas que le merveilleux matériel est mauvais. Il demande ce qu'on en fait. Périto peut être émerveillé par un détail sans vouloir le garder. Jack veut garder chaque détail et cesse ainsi d'être émerveillé. C'est une distinction qui dépasse largement le conte. On peut aimer ce que l'on possède sans faire de la possession la condition de toute joie. Le choix final de casser la carte est peut-être le geste le plus risqué du film sur le plan narratif. Pendant toute l'histoire, l'étoile promet une récompense. Les personnages et le spectateur ont été invités à imaginer les vœux possibles. Détruire cette possibilité pourrait sembler frustrant. Mais c'est précisément ce qui donne de la force à la conclusion. Les héros ne découvrent pas un meilleur vœu caché. Ils découvrent que la logique du vœu les maintient dans une projection permanente, dans une vie reportée à l'instant où quelque chose d'extérieur les réparera. La carte brisée ne résout pas la peur de Poté. Elle ne ressuscite pas les parents de Goldilocks. Elle ne garantit pas à Kitty qu'elle ne sera jamais blessée. Elle ne donne pas à Périto un passé moins dur. Pourtant, cette absence de solution parfaite laisse les personnages plus libres parce qu'ils ont choisi ce qu'ils peuvent faire maintenant. Poté peut prendre soin de sa dernière vie. Goldilocks peut rentrer avec les ours. Kitty peut dire la vérité. Périto peut continuer à offrir sa confiance, mais cette fois à des gens qui ont appris à la recevoir. Cette conclusion explique la douceur de la barque finale. Après la destruction de l'étoile, le film aurait pu chercher une nouvelle explosion pour prouver que l'aventure était terminée. Il choisit l'eau, la distance et un équipage minuscule. La barque n'est pas seulement un moyen de transport vers fort lointain. C'est une image de la condition que Poté accepte. Une traversée sans garantie, avec un horizon qu'on ne contrôle pas, mais avec des compagnons à bord. Les meilleurs films de contes savent que la magie a plus de poids lorsqu'elle éclaire une expérience ordinaire. Ici, l'étoile à souhait nous ramène à la manière dont nous traitons nos jours. Le loup nous ramène à la peur de perdre ce que nous aimons.
Mama Luna nous ramène à la valeur d'un refuge. Kitty nous ramène au risque de dire la vérité. Goldilocks nous ramène à la famille que l'on construit parfois loin du modèle rêvé. Perito nous ramène à la générosité de celui qui donne sans savoir s'il sera accueilli. Puss in Boots. The Last Wish ne demande pas d'abandonner l'ambition, l'aventure ou le goût du grand récit. Poté ne finit pas immobile dans un refuge. Il remonte sur un bateau et part vers une terre inconnue. Ce que le film lui demande est plus exigeant. Vivre les aventures sans utiliser l'aventure pour se fuir. C'est pourquoi son courage final paraît si différent de sa bravoure du début. Le premier courage était un spectacle, le second est un choix. Au fond, la mort ne quitte pas le film parce que Poté l'a battu. Elle s'écarte parce que le chat a enfin compris ce que la mort voulait lui faire comprendre. Une vie n'a pas besoin d'être infinie pour être immense. Elle a besoin d'être regardée, partagée et défendue. Le sifflement reviendra peut-être un jour. Poté le sait. Cette connaissance ne le fige plus. Elle donne du relief à la route. Alors, lorsqu'il remet son chapeau, il ne redevient pas le héros du premier plan. Il devient quelqu'un de plus difficile à réduire à une légende. Un chat qui peut sourire, trembler, combattre, aimer, fuir et revenir. Un chat qui sait que la dernière vie n'est pas une punition. C'est la première qu'il a vraiment choisie. Perito sert de repère durant ses résistances. Sa joie pourrait, dans un film moins attentif, devenir épuisante ou simplement décorative. Ici, elle est liée à une mémoire précise. Il a été laissé dans une chaussette, maltraité par la vie avant même de comprendre comment elle fonctionne. Il aurait toutes les raisons de soupçonner les autres, de se construire une armure, de faire de chaque geste gentil une dette à réclamer. Il choisit le contraire. Ce choix ne le rend pas moins blessé. Il lui permet de transformer la blessure en ouverture. Lorsque Perito parle de son passé, il ne le met pas en scène pour recevoir une admiration douloureuse. Il le raconte avec une paix qui désoriente Poté et Kitty. Les deux félins sont experts dans l'art de rendre la vulnérabilité élégante ou inaccessible. Perito ne sait pas faire cela. Il dit ce qui lui est arrivé, puis il continue à croire que les gens peuvent être bons. C'est peut-être naïf, mais le film montre que cette naïveté contient une forme de courage que les héros plus sophistiqués n'ont pas encore appris. Son rôle auprès de Poté est donc plus profond qu'une fonction de compagnon. Perito ne sauve pas le chat grâce à une ruse. Il lui apprend, sans le théoriser, qu'une personne peut être aimée sans avoir à justifier son mérite par un exploit. À Mama Luna, il s'assoit près de lui alors que Poté n'est qu'un chat caché. Sur la route, il suit un héros qui le repousse parfois. Dans la clairière, il lui offre une pierre sans savoir si elle aura le moindre effet. Ces gestes créent une continuité. Ils prouvent à Poté que l'attachement n'est pas seulement une promesse prononcée avant un mariage. Il est aussi une présence qui revient. Kitty observe tout cela avec plus de distance. Elle connaît la valeur de la fidélité justement parce qu'elle a cessé de la supposer. Sa méfiance est une manière de garder un espace où personne ne peut l'atteindre. Le film lui donne des moments d'humour très secs, des réactions rapides et une maîtrise qui la distingue de Poté. Mais cette maîtrise a un coût. Elle voit toujours la porte de sortie, donc elle n'habite jamais complètement la pièce. L'aveu sur l'autel est le moment où Kitty accepte de perdre cette maîtrise, au moins assez pour dire la vérité. Elle n'attend pas que Poté lui donne l'explication parfaite qui rendrait son départ excusable. Elle lui révèle qu'elle aussi avait prévu de partir. La scène ne distribue pas une innocence symétrique. Poté a bel et bien disparu sans lui parler. Mais elle révèle pourquoi la blessure a pris une telle place. Kitty était prête à confirmer sa pire idée sur les relations, et Poté lui a fourni la confirmation exacte. Après cette conversation, leur lien gagne une qualité rare pour une aventure destinée à un large public. Ils ne sont pas ensemble parce que le scénario leur impose une romance. Ils se voient plus clairement. Kitty comprend que Poté n'est pas seulement le séducteur qui a fui. Poté comprend que Kitty n'est pas seulement la voleuse distante qui ne veut rien devoir. Leurs défauts ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être invisibles. On peut alors imaginer qu'ils pourront partir en mer sans que l'un des deux doive immédiatement jouer un rôle. La présence de Goldilocks
rend ce travail sur les liens encore plus riche. Son histoire semble au départ moins liée à celle de Poté. Elle veut retrouver une famille humaine, tandis qu'il veut récupérer des vies. Mais tous deux sont attirés par une version idéale de l'existence. Poté imagine qu'avec 9 vies, il redeviendra le héros sans faille. Goldilocks imagine qu'avec ses parents biologiques, elle obtiendra une enfance sans contradiction. L'étoile leur offre la même tentation. Faire disparaître ce qui a fait mal, au lieu de décider quoi faire avec ce qui existe maintenant. Les ours sont essentiels parce qu'ils ne demandent pas à Goldilocks de leur être reconnaissante à chaque instant. Ils l'aiment avec une évidence un peu maladroite. Cette évidence peut être si constante qu'elle devient presque invisible pour elle. Le film sait que c'est souvent ainsi que fonctionne l'affection familiale. Les grandes déclarations sont rares. La présence répétée paraît normale jusqu'au jour où l'on risque de la perdre. Quand Goldilocks comprend que son vœu pourrait la séparer des ours, elle ne découvre pas soudain qu'il l'aime. Elle réalise qu'elle savait déjà, mais qu'elle n'avait pas laissé ce savoir modifier son rêve. Les scènes où papa ours, maman ours et bébé ours parlent tous à la fois sont hilarantes. Mais elles racontent aussi cette difficulté. Ils occupent l'espace. Ils se disputent sur la manière de la protéger. Ils projettent sur Goldilocks leurs propres inquiétudes. Pourtant, dès qu'elle a besoin d'eux, leur énergie se rassemble. La famille n'est pas présentée comme une structure parfaite et silencieuse. Elle est bruyante, parfois embarrassante, mais disponible. C'est ce que Goldilocks choisit au moment décisif. Non pas le confort d'un récit idéal, mais les gens qui savent déjà où poser une chaise pour elle. Le film ne donne pas le même traitement à Jack Horner parce que Jack ne cherche pas à guérir un manque. Il veut grossir sa puissance jusqu'à occuper tout l'espace. Son désir d'appropriation est d'autant plus visible que les autres personnages apprennent à laisser quelque chose leur échapper. Poté accepte qu'il ne contrôlera jamais la mort. Kitty accepte qu'elle ne contrôlera jamais totalement le risque d'aimer. Goldilocks accepte qu'elle ne pourra pas réécrire son origine. Jack refuse toute perte, toute limite, toute possibilité que quelqu'un d'autre possède quelque chose qu'il désire. Ce refus donne à ces scènes une énergie particulière. Il utilise les objets magiques avec une créativité brutale, mais aucune de ses inventions ne produit de joie réelle. Chaque relique est aussitôt réduite à une fonction d'attaque ou de domination. Là où l'étoile pourrait être contemplée comme une chose magnifique, Jack ne voit qu'un mécanisme. Là où les créatures des contes pourraient être rencontrées comme des personnes, il les traite comme des ressources. Son monde est rempli de magie, mais il n'y a plus de merveilleux parce qu'il a remplacé l'étonnement par l'inventaire. Le criquet qui essaie de le guider rend cette absence encore plus drôle et plus dure. Il a littéralement une conscience à ses côtés, une petite voix qui lui tend des règles simples. Jack pourrait faire un pas, écouter, hésiter. Il ne le fait pas. Cela distingue son égoïsme de la peur de Poté. Poté blesse les autres parce qu'il fuit ce qui lui fait peur. Jack blesse les autres parce qu'il considère que leurs existences ne pèsent rien face à son désir. Le film ne les met donc jamais sur le même plan moral. Dans un récit de conte, il est tentant de donner aux méchants une explication qui finira par l'absoudre. The Last Wish prend le chemin opposé. Il donne à Jack quelques éléments de passé, mais il ne les utilise pas pour neutraliser la responsabilité de ses choix. Ce parti pris est salutaire. Toutes les blessures ne produisent pas le même comportement et toutes les personnes blessées ne demandent pas la même chose au monde. Perito a souffert et choisi la générosité. Kitty a souffert et choisi la prudence. Goldilocks a souffert et cherche un autre foyer. Jack a souffert de ne pas avoir la magie des autres et choisit de prendre toute la magie. Le récit distingue les blessures des décisions. La mort, elle, échappe à cette grille parce qu'elle n'est pas une personne blessée qui fait un mauvais choix. Elle représente l'horizon auquel tous les choix finissent par se mesurer. Cette fonction pourrait rendre le personnage froid ou abstrait. Le loup est au contraire intensément physique. Ses pas, ses lames, son sifflement et son regard donnent à une idée universelle une présence immédiate. On ne le confond jamais avec un simple symbole posé au-dessus du récit. Il entre dans les pièces
frappe, parle, attend. Sa première apparition est brillamment située après un moment de bravade. Potté vient de refuser l'avis du médecin et de se lancer dans une bagarre de bar. Il est à nouveau dans son élément. Des adversaires, de la musique, de l'espace pour impressionner. Le loup arrive et retire chaque appui. La musique s'efface. L'humour s'arrête. Le combat ne ressemble plus à un jeu. En quelques secondes, le film explique ce qui rend cet adversaire différent. Il ne participe pas à la légende de Potté, il lui rappelle qu'elle a une fin. Le sifflement est le détail sonore le plus important de cette scène. Il n'a pas besoin de volume pour être menaçant. Au contraire, il oblige tout le reste à se taire. Le son revient ensuite comme un déclencheur, et le corps de Potté réagit avant que son esprit ait le temps de formuler une excuse. Le film ne fait pas dire au héros « Je fais une crise de panique ». Il montre ce qu'un son peut faire remonter lorsqu'il est associé à une peur profonde. Cette retenue rend la scène plus juste et plus ouverte à ceux qui la regardent. La structure de course vers l'étoile contribue beaucoup à cette clarté. Chaque équipe veut avancer, mais chaque arrêt pousse ses membres à regarder leurs désirs. Le récit ne fait pas de longues parenthèses didactiques, il utilise les obstacles. La carte révèle les chemins intérieurs. La caverne révèle les vies de Potté. Les captures et les alliances révèlent ce que Goldilocks risque de perdre. Le loup révèle la peur. La confrontation finale révèle le vrai choix. Cette manière de faire avancer l'intrigue par des conséquences donne au film une sensation de fluidité remarquable. Il n'y a presque jamais une scène qui existe seulement pour répéter ce que nous savons déjà. Lorsque Potté et Kitty se disputent, la dispute ne dit pas simplement qu'ils ont un passé. Elle modifie la manière dont ils peuvent coopérer. Lorsque Peritto raconte son enfance, ce récit ne sert pas seulement à l'émouvoir. Il explique sa capacité à offrir de la confiance. Lorsque Goldilocks parle de ses parents, ces mots préparent le moment où elle entend la peine des ours. Lorsque Jack montre un nouvel objet magique, il confirme la manière dont il traite les merveilles. Le film est rapide, mais il ne confond pas vitesse et précipitation. Cette précision se retrouve dans le traitement de la violence. Les combats sont vivants, parfois brusques, jamais complaisants. La première blessure de Potté, ce peu de sang sur le front, est plus forte que n'importe quelle longue démonstration de danger parce qu'elle marque une rupture. Dans un monde où il a survécu à l'impossible, une petite coupure devient un événement. Le film comprend que le danger est plus intense lorsqu'il a une conséquence émotionnelle claire, pas lorsqu'il s'accumule pour faire du bruit. La même retenue donne de la valeur à la fin de Jack Horner. Son sort n'est pas prolongé pour devenir une souffrance à regarder. Il est emporté par l'excès même qu'il a accumulé. Le récit ne s'attarde pas parce que le vrai sujet n'est pas sa douleur. C'est l'échec de son rapport au monde. Il voulait garder toutes les choses merveilleuses pour lui. Et il finit sans personne pour partager quoi que ce soit. Sa sortie laisse de la place au choix plus important des autres. Détruire la carte plutôt que se battre pour décider qui mérite le miracle. La destruction de la carte est collective, et ce mot compte. Aucun personnage ne devient le héros unique de ce geste. Potté, Kitty, Peritto et Goldilocks ont tous une raison de vouloir le souhait. Chacun doit donc abandonner quelque chose. Potté abandonne l'illusion de pouvoir annuler ses erreurs. Kitty abandonne l'illusion d'une relation sans danger. Goldilocks abandonne une version idéale de son origine. Peritto abandonne peut-être le rêve de tout réparer pour ses nouveaux amis. Ils font le choix ensemble, et cette unité rend la scène plus forte qu'une victoire fondée sur la supériorité de l'un d'eux. Dans beaucoup de contes, le vœu final accorde au héros une récompense et confirme que ses épreuves ont été utiles. Ici, la récompense est d'avoir compris qu'ils n'ont pas besoin de l'accorder. Ce déplacement est très moderne, mais il reste parfaitement cohérent avec la logique des fables. Les personnages n'obtiennent pas tout. Ils obtiennent une capacité nouvelle à reconnaître ce qu'ils ont et à agir sans attendre qu'une force extérieure valide leur vie. Le voyage de Goldilocks se referme alors avec les ours d'une manière particulièrement émouvante. Elle ne reçoit pas un portrait magique de ses parents humains, ni une réponse qui simplifierait sa biographie. Elle reçoit une famille qui lui ouvre les bras
parce qu'elle a choisi de revenir vers elle. Le film ne prétend pas que cette décision efface son questionnement. Il affirme simplement qu'une absence d'origine ne doit pas empêcher un lien présent d'être réel. Cette idée reste ouverte, généreuse, et beaucoup plus juste qu'une résolution définitive. Poté et Kitty reçoivent une conclusion tout aussi ouverte. Ils se regardent, ils se rapprochent, ils partent ensemble. Le film ne fait pas disparaître le risque entre eux sous la forme d'une promesse grandiose. Ils ont encore une route. Ils auront probablement encore des raisons de se disputer, de se méfier ou de se faire peur. Mais ils possèdent quelque chose qu'ils n'avaient pas au début. Le souvenir précis d'un moment où Poté a choisi de ne pas fuir et où Kitty a choisi de ne pas se fermer avant de l'entendre. Perito complète cette image par sa seule présence sur le bateau. Il n'est plus le chien qui suit une légende de loin. Il appartient à l'équipage. Cet aboutissement est silencieux mais très beau. Lui qui rêvait d'une famille n'obtient pas une cérémonie ou un certificat. Il obtient des gens qui l'emmènent avec eux quand l'aventure continue. Pour un personnage construit autour de l'abandon, être inclus dans le prochain départ vaut plus qu'un discours. La mer finale est donc un espace idéal. Elle ne promet rien de certain. Elle peut conduire vers fort lointain, vers une nouvelle histoire, vers une tempête ou un rire. Mais elle laisse les personnages ensemble dans le présent. Poté ne regarde pas l'horizon comme quelqu'un qui veut posséder l'avenir. Il le regarde comme quelqu'un qui accepte de le rencontrer, avec une vie, avec de la peur peut-être, avec un chapeau et une épée certainement, mais surtout avec des liens qui rendent le voyage autre chose qu'une performance. Le film peut alors s'achever sans fermer complètement son monde. La mort existe toujours. Les contes continuent. Poté reste capable de se jeter dans l'action au moment le moins raisonnable. La différence est que nous savons désormais ce que son courage signifie. Il ne provient plus d'une réserve invisible de vie. Il provient de la décision de défendre la seule qu'il possède, non comme une propriété à exhiber, mais comme un temps partagé. Voilà pourquoi le loup garde une place si singulière dans la mémoire du film. Il ne représente pas seulement la peur. Il représente la vérité que Poté a refusé de regarder, puis qu'il apprend à accueillir sans se laisser écraser. Le sifflement ne devient pas une musique de victoire. Il reste inquiétant, mais il ne commande plus le héros. Poté entend la fin possible, puis il choisit quand même de prendre la mer. Puss in Boots. The Last Wish trouve dans ce geste son émotion la plus simple et la plus durable. Une vie peut être courte, incertaine, maladroite et pleine de risques. Elle peut aussi contenir une personne qui vous attend, une amie qui ose dire la vérité, une famille choisie, un chien qui donne une pierre, un horizon qui n'exige pas d'être conquis. Pour Poté, c'est assez. Et parce qu'il le comprend enfin, chaque pas qu'il fait dans ses bottes a un poids nouveau. Et cela suffit.